Sigrid avait dans les 34 ans. Elle menait à Skadalvik une existence si régulière qu'elle prenait l'allure d'un bonheur discret. Une maison au bord de l'eau, un ouvrage qui n'humilie pas. Elle était la fille d'un bondi libre, ni parente de jarl, ni orpheline famélique, pas de celle qu'on commente à chaque carrefour. Pourtant, on la connaissait. On la respectait pour son humeur posée et pour ce don rare, ne pas hausser la voix là où d'autres étaient déjà prêts à mettre la main au couteau. Le jarl Ketil gouvernait Skadalvik avec prudence. Il décidait rarement seul et, quand une affaire exigeait une main ferme, le conseil n'était jamais loin. On y trouvait des hommes de toutes sortes, et parmi eux, Sigrid. Elle avait l'esprit clair et rendait de précieux services dès qu'il s'agissait de négoce. Et près du jarl, comme une ombre, se tenait toujours un autre homme, Einar. Tout le monde le connaissait, favori du jarl, élevé auprès de lui, presque comme un frère. Il souriait aux bonnes personnes, prononçait les mots qu'il fallait, savait se rendre utile, indispensable. On disait de lui qu'il ressortait toujours sec de l'eau, même lorsque les autres se noyaient. Sigrid ne le fréquentait pas, mais elle avait remarqué sa façon de regarder les gens, vite, juste, comme s'il pesait d'un coup qui était le plus faible, et où il pouvait appuyer sans se salir. Sa vie bascula en une semaine. D'abord, les ententes avec le village voisin volèrent en éclats. Le soir, chez Sigrid, on répétait que tout pouvait s'arranger, qu'il se trouverait d'autres termes, d'autres hommes. Mais le lendemain, l'argent disparut. Pas une pièce égarée sur le quai, pas une bourse tombée par hasard. Une somme qui comptait, au point de durcir les visages des hommes et de raccourcir leurs phrases. Sigrid sentit l'air changer dans l'établissement, comme si quelqu'un avait entrebâillé la porte d'une grange glacée et que le froid s'était mis à ramper de maison en maison, à se glisser sous les vêtements, à se poser sur la langue des habitants. Puis vint l'accusation. Non pas un coup de tonnerre, ni un cri, ce ton-là, plus terrible encore, parce qu'il est assuré. Quelqu'un affirma que Sigrid avait pu transmettre des renseignements aux étrangers. Il n'y avait pas de preuves, seulement des coïncidences, fines comme du fil de pêche. Elle connaissait les hommes, elle avait pris part aux pourparlers. Elle n'était pas de celles qui s'emportent et se défendent en hurlant, donc il était commode de la regarder comme coupable. Et surtout, elle n'avait pas derrière elle la force d'un jarl pour arrêter la vague d'un seul regard. Le soir même, 2 amis vinrent chez elle. Elle parlait à mi-voix, comme on parle lorsqu'on craint que les murs aient des oreilles. Elle n'apportait ni remède, ni consolation légère. Elles étaient là, simplement. L'une tenait Sigrid par l'épaule, comme si elle redoutait qu'elle ne parte sur le champ et se dissolve dans la nuit. L'autre murmura que, déjà, on chuchotait à propos du Ting, que l'affaire pouvait être portée devant le jugement des hommes libres, et que c'était mauvais, très mauvais. Sigrid écouta et hocha la tête, comme si elle n'avait pas compris, elle aussi, que c'était très mauvais. On fixa le Ting sans tarder, comme si le village lui-même craignait de tirer en longueur et de vivre sous le poids d'une question trop lourde. Au matin, un vent humide s'abattait sur Skadalvik. Il faisait gémir les eaux, même chez les jeunes, même chez les solides. Au quai, les bateaux se plaignaient contre les troncs, les cordages grinçaient, et tout paraissait trop ordinaire pour un jour où l'on peut dépouiller un être de sa maison. Mais les gens venaient. Ils venaient comme on va vers l'inévitable, sans se presser, sans bavarder plus que nécessaire, l'air de s'acquitter d'une tâche, et non d'obéir à la peur. Le lieu du Ting était à découvert, sur une terre battue, d'où la voix portait loin. Des hommes se tenaient là, bras croisés, ceinture sur l'épaule, visage tanné par le vent et l'entêtement. Les femmes restaient un peu à l'écart, plus près des maisons, du côté où l'on peut reculer si tout devient trop lourd. Sigrid arriva avec son père.
Il marchait un peu devant, comme s'il voulait la couvrir de son épaule, et il y avait dans ce geste plus de désespoir que de force. Elle voyait sa mâchoire trembler, ses déglutitions trop fréquentes, comme s'il cherchait à avaler une amertume qui ne passait pas. Sigrid, pourtant, demeurait droite. Pas parce qu'elle ne craignait rien. La peur était là, profonde, pareille au froid qui dort dans l'eau d'un fjord. Seulement, elle ne la laissait pas remonter. Elle refusait qu'on voie qu'on l'avait déjà blessée. L'accusateur parla avec assurance. Il ne cria pas, ne cracha pas ses mots, et c'est ainsi qu'on le crut davantage. Il alignait les coïncidences comme des nœuds sur une corde. À chaque nœud, la corde semblait se raffermir. Sigrid savait bien que ce n'était pas des preuves. Elle savait aussi autre chose. Les gens aiment quand tout s'assemble en un tableau simple. L'argent a disparu. L'accord s'est rompu. Donc, quelqu'un doit payer. Et il était plus facile de faire payer celle qui s'écartait des bandes bruyantes, celle qui savait penser et se taire. Quand on lui donna la parole, Sigrid ne supplia pas. Elle ne tendit pas la main à la pitié. La pitié, ici, était une monnaie faible. On ne s'en acquitte que d'un regard, jamais de la vérité. Elle parla d'une voix calme, en phrases pleines, sans tranchant. Elle dit qu'elle n'avait livré aucun renseignement, qu'elle n'avait pris aucun argent, que son nom, son travail, avait toujours été offert au regard de tous, et qu'elle n'avait jamais rien caché. Sinon, le soir venu, sa fatigue. Elle regardait droit devant elle, pas pour défier, mais pour être vraie, comme ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer. Et pourtant, elle vit le doute dans bien des yeux. Elle le vit à la manière dont certains évitaient son regard, dont d'autres desserraient puis resserraient les doigts sur leur ceinture, comme s'ils voulaient intervenir sans savoir comment. L'un souffla au voisin que tout cela était étrange. Un autre se détourna pour ne pas entendre. Plusieurs hommes échangèrent un regard. Sur leur visage s'inscrivait la même pensée. Protester, c'était risquer d'être frappé avec elle. Et personne ne voulait devenir le prochain. Le jarle se tenait un peu plus haut que les autres, comme il sied à un jarle, et pourtant, il ne paraissait pas grand. Sigrid remarqua qu'il fuyait ses yeux. Pas toujours. Juste assez pour que cela devienne un signe de plus, un signe froid. Alors elle vit Einar. Il se tenait près du jarl, comme un homme habitué à la proximité du pouvoir et à sa tiédeur. Son visage était calme, presque las, comme si tout cela n'était pour lui qu'une corvée désagréable. Mais lorsque Sigrid leva les yeux vers lui, il répondit. Une seconde, brève, presque imperceptible. Et dans cette seconde, il y avait quelque chose d'intraduisible. Ni triomphe, ni colère. Plutôt la prudente certitude de celui qui a posé un piège et attend maintenant que la bête y entre d'elle-même. En elle, tout s'agença d'un coup. Pas comme une intuition, comme une clarté. Et elle comprit soudain que, dans cette histoire, il n'était pas simplement là, à côté. Il y était mêlé. Il en était le centre. Son visage ne bougea pas. Elle inspira seulement plus lentement, comme pour retenir ce qui brûlait de sortir en cris. Mais crier ne servait à rien. Ici, on n'accueillait pas la vérité. On choisissait ce qui convenait au plus grand nombre. Quand les anciens commencèrent à parler entre eux, Sigrid savait déjà comment cela finirait. L'exil. Les mots du jarle tombèrent secs, rapides. Elle parcourut du regard les hommes autour d'elle, comme si elle voulait graver leur visage, non pour se venger, mais pour comprendre. Il y avait ceux qui doutaient. Il y avait ceux qui se réjouissaient du malheur d'autrui parce qu'ils détournaient les yeux du leur. Il y avait ceux qui se cachaient derrière leurs paupières baissées. Et il y avait ces deux amis, à l'écart, les joues mouillées de larmes et de vent.
Elles ne tentèrent pas de la rejoindre à travers la foule, de peur d'aggraver les choses. Mais leur regard s'accrochait à elle comme à une corde qu'on ne doit pas lâcher. Lorsque la foule se dispersa, elles s'approchèrent tout de même. L'une serra Sigrid si fort qu'un instant son souffle se brisa. L'autre posa la paume sur sa joue, comme font les femmes quand les mots manquent. Elles la supplièrent d'écrire, de ne pas se perdre, jurèrent qu'elles attendraient des nouvelles. Sigrid leur dit, bas, sans détours inutiles, qu'elle avait des soupçons et qu'il leur fallait rester loin d'Einar. Elles acquiescèrent, mais la peur brillait dans leurs yeux. Pas seulement pour elles aussi. Sigrid ne partit pas tout de suite. Selon l'usage, on lui laissa un court délai pour rassembler ce qu'elle pouvait emporter. Elle reprit le chemin familier vers sa maison, et chaque pas sonnait en elle comme un creux. La demeure l'accueillit avec la même odeur de fumée et d'herbes sèches, la même chaleur, devenue soudain étrangère. Elle prit l'essentiel, son manteau, un peu de nourriture, un couteau, quelques bricoles qu'on peut laisser tomber dans la neige sans les regretter, mais sans lesquelles la vie se complique. Elle ne s'encombra pas. Comme si elle savait déjà que, sur la route, le superflu se change en chaîne. Avant de s'en aller, elle monta sur la hauteur d'où l'on voyait le village. Skadalvik reposait au bord de l'eau, comme blotti contre le fjord, dans l'espoir d'y trouver protection. Des filets de fumée montaient des toits, minces et droits, et tout semblait presque paisible. Cela rendait l'injustice plus vive encore. Là avait passé son enfance, sa jeunesse, ses premières joies. Là, elle avait compris pour la première fois qu'elle savait écouter les gens au point de les apaiser. Là, elle avait cru que la parole tenait le monde. Sigrid demeura longtemps à regarder, jusqu'à sentir le froid se faufiler sous ses vêtements. Elle n'éprouvait pas de colère. La colère aurait été trop brûlante, trop vaine pour ce jour-là. Il y avait en elle une autre sorte de vide. Et dans ce vide, une pensée fine se glissa soudain. Si on l'avait rejetée hors du cercle, il lui faudrait trouver son appui là où il n'existe ni cercle, ni chaleur. Cette pensée avait de quoi terrifier. Et pourtant, au même endroit, presque à son insu, naissait quelque chose qui ressemblait à de la force. Quand elle redescendit de la butte et prit la route, le vent la frappa dans le dos, comme pour la presser. Derrière, le tumulte du village s'éteignait. Devant, l'inconnu. Et pourtant, le plus lourd n'était pas resté en arrière. Il marchait à côté d'elle, dans la mémoire. Ce regard d'Einar, bref et précis, comme une marque. Il n'avait pas soufflé mot au Ting. Il n'était pas intervenu. Il ne l'avait ni défendu, ni attaqué à visage ouvert. Et c'était justement cela qui rendait tout limpide. Sa partie ne faisait que commencer. Après le Ting, le chemin qui sortait de Skadalvik n'avait plus l'air d'un chemin. C'était une lisière. Au-delà, tout ce qui avait été familier cessait de vous appartenir. Sigrid avançait sous un manteau chaud, mais déjà étranger, et chaque pas arrachait de fins fils de son ancienne vie. Derrière restaient les maisons, la fumée, les voix, les odeurs qui avaient toujours signifié la sûreté. Devant, il y avait le silence. D'abord vide, puis pesant, comme une étoffe humide plaquée sur le visage. Le premier jour, elle n'alla pas loin. Non qu'elle en fût incapable, mais son corps ne croyait pas encore qu'il n'y aurait pas de retour. Elle s'arrêta au pied d'un talus, là où quelques arbres maigres retenaient aux branches des paquets de neige, et, pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à expirer. Elle comprit alors, avec une netteté douloureuse, que l'exil n'est pas la phrase lancée au Ting. C'est l'air lui-même qui se modifie, dès l'instant où l'on n'a plus le droit de se dire des leurs. C'est l'habitude nouvelle de réfléchir avant de demander de l'eau,
avant d'approcher du feu, avant même de dire son nom. La nuit la prit au crépuscule, et il fallut demander un toit. Le hameau était petit, en retrait du chemin, et n'attendait manifestement personne. Sigrid frappa à la première porte d'un geste égal, sans hâte, comme frappent ceux qui savent que chaque seuil a ses lois. On ne lui ouvrit pas tout de suite. Dans l'entrebâillement, apparut le visage d'un homme fatigué, sur ses gardes. Il écouta son nom, il écouta d'où elle venait, et ses traits se fermèrent peu à peu. Le mot « exil » resta suspendu entre eux, fil de glace tendu. Il dit qu'il ne pouvait pas avec rudesse, presque avec regret. Il dit qu'il avait ses enfants, ses soucis, et qu'il ne voulait pas d'ennui. La porte se referma soigneusement, mais le petit claquement du loquet résonna pour Sigrid plus fort qu'un cri. Elle ne se mit pas en colère. Elle comprit seulement que cela se répéterait souvent. Et que celui qui l'accueillerait n'accueillerait pas seulement une femme. Il ferait entrer la peur des autres, les rumeurs des autres, et peut-être le prix à payer. Dans la deuxième maison, on la laissa pourtant passer. Une vieille femme, sèche et menue comme une racine, la regarda longtemps, puis dit qu'une nuit reste une nuit, et qu'elle ne chasserait pas un être humain au gel. À l'intérieur, ça sentait la graisse de poisson et la bouillie chaude. Sigrid ôta son manteau, s'assit près du mur pour ne pas gêner, et sentit pour la première fois combien il est important de ne pas prendre trop de place lorsqu'on n'est plus personne. On la nourrit simplement, sans questions inutiles. Et pourtant, les questions étaient là, sans être posées. Elles vivaient dans les regards. Qui es-tu? Pourquoi seul? Qu'apporte ton chemin avec toi? Elle dormit mal. Elle se réveillait au moindre bruit. Des pas, un froissement, le vent qui battait les murs. Elle avait l'impression que, si elle s'abandonnait à un sommeil profond, elle se réveillerait plus étrangère encore. Vers l'aube, elle entendit la maîtresse de maison dire à quelqu'un, dehors, qu'une bannie avait dormi ici. Sans méchanceté, comme on énonce un fait. Sigrid comprit alors que son nom la précéderait désormais comme une ombre, et que, dans cette ombre, se dresseraient les suppositions des autres. Ensuite, elle marcha plus longtemps qu'elle n'en avait l'habitude. L'hiver trompe la route. On croit la vallée suivante à portée de main, puis l'on se retrouve parmi les congères et les pierres, là où le vent coupe le visage, et où l'on doit enfouir la bouche dans le col du manteau pour ne pas avaler l'air glacé. Parfois, elle croisait des voyageurs. Chaque échange restait bref, prudent, comme si l'on craignait de laisser derrière soi un mot de trop. Parfois, elle voyait des traces sur la neige, devinait qu'on passait non loin, sans apercevoir personne. Alors montait en elle une inquiétude sourde. Une exilée est une proie facile. Personne ne se lèvera pour elle. Il lui arrivait aussi, sur la route, des choses étranges. Pas des prodiges, pas des signes éclatants, des riens qui mettaient le dedans au silence. Elle traversait un champ blanc, et soudain, le vent semblait sonner autrement, comme s'il ménageait une pause où l'on entend sa propre pensée plus nettement. Ou bien, elle s'éveillait au cœur de la nuit, avec la certitude qu'une tourmente approchait, alors que tout paraissait encore paisible. Les jours passèrent ainsi. Tantôt la route lui donnait un abri, tantôt elle le lui reprenait. Elle apprit à juger une maison au premier regard, à la manière dont un homme tient ses épaules, dont ses yeux vont aux mains plutôt qu'au visage. Elle apprit à ne pas se vexer d'un refus. Un refus parlait rarement d'elle. Il parlait de la peur des autres, eux aussi vivant au bord d'une terre âpre, connaissant le prix d'une erreur. À la troisième bourgade, elle arriva épuisée, mais non brisée. Ce n'était pas un endroit riche. Pourtant, on y sentait quelque chose de stable.
comme si l'on y vivait non seulement dans la crainte de la faim, mais aussi dans le respect de ce qui les dépassait. Les maisons se tenaient plus serrées, et il y avait partout une sorte de soin, du bois bien empilé, des sentiers dégagés, une propreté sans ostentation, l'habitude de tenir l'ordre, même dans le malheur. On la fit entrer dans une maison où flottaient des senteurs d'herbes sèches et de vieux bois. C'était calme. Si calme que Sigrid crut d'abord l'hôte absent. Puis, elle entendit un frottement, un déplacement lent, comme quelqu'un avançant avec une canne. Et elle vit un vieillard aux yeux pâles, sans regard. Son visage avait la paix de ceux qui ne se hâtent plus. Il tourna la tête vers elle comme s'il la voyait mieux que bien des voyants. Il lui demanda qui elle était. Sa voix, douce, portait pourtant quelque chose qui obligeait à répondre vrai. Sigrid dit son nom et qu'elle cherchait un lieu où rester, ne fût-ce qu'un temps. Elle ne mendia pas la compassion. Elle proposa ce qu'elle possédait, ses bras, son travail. Elle dit qu'elle aiderait à la ferme, fendrait le bois, réparerait, porterait l'eau, ferait ce qu'il faudrait, en échange d'un toit et de nourriture. Et elle ajouta, presque sans lever les yeux, qu'elle avait entendu parler de lui, qu'il connaissait les rites anciens et les chemins par lesquels on s'adresse aux dieux, qu'elle n'en avait pas besoin pour le pouvoir, ni pour l'ornement, mais parce qu'elle n'avait plus d'appui, sinon ce qui tenait encore en elle. Le vieillard garda longtemps le silence. Ce silence n'était pas vide. Il éprouvait, il pesait. Sigrid resta immobile et se surprit à comprendre, pour la première fois depuis des jours, qu'elle n'avait pas envie de disparaître. Elle voulait soutenir cette attention, même si les yeux du vieil homme ne lisaient pas son visage. Elle voulait qu'on l'entende. Enfin, il dit qu'il s'appelait Björnulf, simplement, sans importance ajoutée. Puis il précisa qu'il était aveugle, et que vivre auprès de lui n'avait rien de doux, beaucoup de besogne, peu de paroles, et que si elle était venue chercher un réconfort prompt, elle ferait mieux de repartir tout de suite. Sigrid répondit avec la même tranquillité que le réconfort ne l'intéressait pas. Ce qu'il lui fallait, c'était apprendre à continuer. Et s'il fallait pour cela travailler et se taire, elle le pouvait. Björnulf hocha la tête, comme si c'était exactement ce qu'il attendait. Il lui indiqua une place près du foyer et dit qu'elle pouvait rester pour la nuit. Puis il ajouta, bas, comme par inadvertance, mais d'une façon qui fit courir un frisson sur la peau de Sigrid. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas rencontré quelqu'un capable d'écouter le silence sans en avoir peur. Ce soir-là, Sigrid travailla sans un mot. Elle balaya, alla chercher de l'eau, fendit du bois. Elle ne le faisait pas en servante, mais en être humain qui se rend peu à peu le droit d'être utile. Björnulf, assis, écoutait ses pas. Parfois, il lui posait des questions, non sur ce qu'elle savait faire, mais sur ce qu'elle sentait quand le vent tourne, quand le feu craque autrement, quand le chien dehors dresse soudain la tête. Ces questions avaient quelque chose d'étrange, et pourtant, une clarté s'y trouvait, comme dans l'eau froide. La nuit, Sigrid s'allongea contre le mur, s'enveloppa dans son manteau et resta longtemps à regarder l'obscurité. La maison était étrangère, mais elle n'était pas hostile. Pour la première fois, il ne lui semblait pas devoir s'excuser d'exister. Et pourtant, en elle, persistait l'impression d'être sur le seuil de quelque chose qu'elle n'avait pas demandé. Elle pensa à Skadalvik et comprit soudain que la nostalgie a plusieurs visages. L'une tire en arrière, l'autre oblige à avancer, pour revenir un jour, les mains pleines. Avant de s'endormir, elle entendit Björnulf murmurer, comme pour lui-même, que le chemin d'un banni est parfois plus court que celui d'un homme libre, parce qu'un banni n'a pas le droit de se mentir.
Ces mots se déposèrent en elle comme une étincelle qui ne brûle pas sur le moment, mais qui réchauffe longtemps ensuite. Au matin, le vieillard dit que, si elle voulait rester, il faudrait s'accorder sans détour. Elle travaillerait, lui enseignerait. Mais il n'enseignerait ni des mots, ni des gestes beaux. Il commencerait par le plus difficile, le silence. Sigrid répondit qu'elle acceptait. Et lorsqu'elle prononça ces mots, il lui sembla que derrière le mur, le vent se taisait un bref instant, comme si le monde écoutait sa décision. Ainsi Sigrid eut un nouveau foyer, encore fragile comme la première glace, et avec lui naquit une attente qui n'avait rien d'une espérance de clémence. C'était l'attente d'un sens. Et quelque part, très profonde en elle, vivait déjà le pressentiment que le Ting de Skadalvik n'avait pas été une fin, mais un commencement. La vie chez Björnulf coulait comme si le temps y posait le pied autrement. Le matin ne s'ouvrait pas sur des paroles, mais sur le travail. Sigrid se levait tandis que la maison gardait encore la fraîcheur de la nuit, ranimait le feu, allait chercher l'eau, étalait les herbes à sécher là où l'humidité ne les prendrait pas. Le vieil homme entendait tout. Il pouvait rester immobile contre le mur et savoir malgré tout où elle avait trébuché, où elle s'était ralentie, où son souffle était sorti trop lourd. Et si au début Sigrid avait tenté de se faire petite, elle comprit bientôt qu'ici la discrétion ne sauvait personne. Ce qui sauve ici, c'est la vérité envers soi-même. Björnulf ne lui donnait pas de belles formules. Il parlait peu des dieux de front. Il parlait des habitudes qui rendent aveugle, même quand les yeux voient. De la peur qui sait se déguiser en prudence. Du fait que les signes arrivent rarement dans le fracas, car le fracas plaît à l'orgueil des hommes, non au monde. Il lui apprit à vivre plus lentement, à écouter plus finement, à ne pas s'agripper à la première explication lorsque l'inquiétude monte. Les premières semaines, Sigrid se mit en colère, en silence, comme se mettent en colère ceux qui ont appris à se tenir. Rien ne débordait, et pourtant elle sentait parfois ses mains travailler trop durement, poser la marmite sur les pierres avec une brutalité inutile, trancher le pain trop vite. Björnulf l'entendait au son. Un jour, il dit, sans tourner la tête, que vivre ainsi tendu finirait par la brûler de l'intérieur plus vite que ne la brûlerait l'injustice des autres. Et il lui proposa de ne pas parler de la douleur, mais d'en faire ce qu'on fait d'un fardeau trop lourd, le défaire morceau par morceau. Le soir, lorsque le vent cognait aux parois, il restait près du foyer. Björnulf ne lui demandait pas comment s'était passée la journée, mais ce qu'elle avait remarqué. Où l'oiseau s'était comporté autrement, comment l'odeur de la fumée changeait avant la neige, ce qu'elle avait senti quand un étranger avait franchi le seuil. Sigrid répondait d'abord avec prudence, comme si elle craignait de dire une sottise, puis plus librement. Elle comprit soudain que le monde parlait, en vérité. Seulement, autrefois, le travail, les habitudes et les voix des autres couvraient sa langue. Le lien au Dieu ne vint pas comme un coup de foudre, mais comme une rivière tranquille. D'abord on la prend pour un ruisseau, puis l'on s'aperçoit qu'elle peut emporter loin. Il y eut des rêves parfois, pas des visions terrifiantes, pas des tableaux étranges, des songes après lesquels demeurait une évidence nette, celle de faire ainsi et non autrement. Il y eut aussi des sensations presque physiques, comme si l'air s'épaississait quand le mensonge se tenait là, et s'allégeait quand un homme disait vrai, fût-ce une vérité amère. Parfois encore, ce n'était qu'une pensée, mais une pensée qui ne venait pas de la tête, plutôt comme de l'arrière de la tête, d'un endroit plus profond. Björnulf ne se pressa pas d'appeler cela un don. Il disait que les hommes aiment trop les beaux noms, parce qu'un nom se supporte mieux que l'inconnu.
Il disait que savoir entendre les dieux n'est ni récompense ni parure. C'est une charge. Car dès que l'on entend, on n'a plus le droit de faire semblant d'être sourde quand le monde souffre. Sigrid résista longtemps. Elle aurait voulu rester ordinaire, traverser l'exil, trouver un coin où personne ne questionne. Mais plus elle vivait chez Björnulf, plus une chose se dessinait. Sa vie ne reviendrait pas à l'ancienne simplicité. Et l'on avait grandi, comme on grandit hors d'un vêtement d'enfant, et l'on s'étonne ensuite d'avoir pu marcher dedans. Il y avait dans cette croissance quelque chose de chaud, même si tout avait commencé dans le froid. C'est surtout Frère qu'elle se mit à sentir. C'était étrange, car elle ne s'était jamais crue de celle qui cherche les dieux. Elle vivait, voilà tout. Mais à présent, le vacarme extérieur ayant baissé, il semblait qu'une place se soit libérée en elle pour une autre présence. Frère ne lui venait pas comme un juge sévère, il venait comme le sentiment d'un échange juste, comme une justice simple, sans hystérie, mais ferme. Comme le rappel que la terre répond à la manière dont on la traite, et que les hommes répondent à la manière dont on les traite. Parfois, Sigrid s'éveillait avant l'aube en sachant « Aujourd'hui, un homme viendra », avec une demande qui changera le chemin de quelqu'un. Et, en effet, vers midi, arrivait un voisin d'une ferme plus loin, venu demander s'il fallait tenter la traversée du fjord quand le temps restait incertain. Sigrid regardait le ciel, écoutait le vent, tendait l'oreille vers ce qui répondait au-dedans, et disait « Attendre ». L'homme repartait contrarié, puis revenait le soir à compter qu'au milieu du jour, une vague s'était levée, avait chaviré un autre bateau, et qu'il la remerciait. Sigrid écoutait cela sans se sentir fière. Elle sentait un poids, car chacun de ces mots, désormais, pouvait devenir la décision de quelqu'un. Les gens commencèrent à venir plus souvent, d'abord timidement, comme pour éprouver si on les chasserait, puis avec plus d'assurance. Ils apportaient un peu de nourriture, un morceau de tissu, ou bien quelque travail à faire dans la maison, pour ne pas se sentir débiteur. Ils demandaient des choses simples. Y aura-t-il une récolte? Est-ce le moment de se marier? L'enfant passera-t-il l'hiver? Où est parti le voisin qui s'est enfoncé dans la forêt? Sigrid ne répondait pas toujours sur le champ. Parfois, elle réclamait du temps. Parfois, elle se taisait jusqu'à ce que le dedans devienne paisible. Et les gens apprenaient à attendre ce silence. Ils voyaient que ce n'était ni jeu, ni importance. C'était de la prudence, parce qu'ici, les mots coûtaient cher. Björnulf l'observait, et parfois rectifiait. Sans l'humilier, sans se placer au-dessus. Il orientait simplement. Il disait qu'une voyante n'a pas le droit de nourrir les peurs d'autrui. Que l'homme qui vient demander une réponse vient souvent, non chercher la vérité, mais une permission de faire ce qui l'arrange. Et que la tâche n'est pas de donner la facilité, mais de ramener chacun à sa responsabilité. Sigrid retint cela plus solidement que n'importe quel rite. Peu à peu, elle comprit que l'exil, qui lui avait paru une fin, était devenu un début. L'idée, au départ, avait un goût amer. Comment remercier le sort pour l'injustice? Mais plus elle apprenait, plus elle voyait clair. Si elle était restée à Skadalvik, elle aurait continué à vivre de manière égale, tranquille, un peu à l'écart des tempêtes des autres. Elle n'aurait pas su la force du silence. Elle n'aurait pas su qu'elle pouvait entendre davantage qu'elle ne croyait. Cette vie nouvelle n'était pas un cadeau, elle était lourde, mais elle était vraie. Un an passa. On parlait de Sigrid bien au-delà du village de Björnulf. Les rumeurs couraient le long des rivages, sur les chemins de négoce, au quai où l'on aime raconter des nouvelles, parce que les nouvelles réchauffent mieux que le vin. Certains disaient qu'un aveugle, voyant de l'esprit, avait pris une apprentie. Elle parlait peu, mais ses mots se réalisaient. D'autres disaient qu'elle était bannie,
et que c'est pour cela qu'elle connaissait le prix du vrai. D'autres ajoutaient encore quelque chose à son nom, comme font toujours les hommes, en y cousant du superflu. Mais une chose demeurait, on venait à elle. Sigrid écrivait à ses amis. Rarement, il n'y avait pas toujours quelqu'un pour porter une lettre. Mais chaque fois qu'un homme sûr se présentait, elle envoyait un mot bref, qu'elle vivait, qu'elle apprenait, qu'elle n'avait pas de rancune contre elle, et qu'elle ne leur reprochait pas de n'avoir pas pu arrêter la foule. Elle répondait. Leurs lettres étaient irrégulières, tremblées par endroits, comme écrites de nuit, quand personne ne voit. Et, dans ces lignes, apparut enfin ce qui fit refroidir les doigts de Sigrid, même assise près du feu. À Skadalvik, les malheurs avaient commencé. D'abord, le bétail creva. Puis vinrent des inondations qui gâtèrent les réserves. Puis la faim, qui força les gens à compter la nourriture plus durement qu'avant. Ses amis écrivaient que les querelles s'étaient multipliées, que les hommes allaient sombres, que le jarl tentait de tenir l'ordre, mais que la méfiance se lisait dans les regards. Elles écrivaient que beaucoup se souvenaient de Sigrid et de son bannissement, sans que personne ose en parler à voix haute, sans que la voix ne tremble. Sigrid relut ses lettres et sentit monter en elle non la joie mauvaise, mais la compassion. Pas une compassion de hauteur, une compassion d'identification. Elle savait ce que c'est que perdre un appui. Et voilà qu'un village entier le perdait, autrement, mais tout de même. Alors elle demanda à Frère, non par des mots, mais par cette adresse intérieure devenue naturelle, « Pourquoi tous souffrent-ils si un seul est coupable ?» La réponse ne vint pas comme une voix dans l'air. Elle vint comme une évidence si simple qu'on voudrait fermer les yeux, tant elle fait mal. Parce que personne ne s'était levé. Parce que beaucoup savaient, ou pressentaient, que quelque chose était souillé, et qu'ils avaient eu peur. Parce que la peur avait été plus forte que la justice. Et parce que désormais, le prix tombait sur tous, non comme une vengeance des dieux, mais comme une loi de vie. Quand on trahit la vérité, on se condamne à habiter une maison qui craque de partout. Sigrid resta longtemps silencieuse. Le feu pétillait, sans parvenir à réchauffer ce sentiment-là. Elle revoyait les visages au Ting, la facilité avec laquelle on l'avait livré pour préserver la paix. Et maintenant, il n'y avait plus de paix. Elle aurait pu se dire « ils l'ont mérité ». D'autres s'en seraient contentés, mais Sigrid n'y parvenait pas. Parce qu'avec l'aptitude à entendre, était venue une autre chose, voir les gens entiers. Non seulement leur lâcheté, mais leur faiblesse. Non seulement leur saleté, mais leur effort pour survivre. Björnulf écouta ce silence et ne la pressa pas. Puis il dit doucement « Quand un homme commence à entendre les dieux, on ne lui donne pas seulement de la force, on lui donne un choix. Et ce choix est toujours plus difficile qu'on ne le croit. Parce que le chemin le plus simple, c'est de se détourner. Et le chemin le plus juste, c'est de revenir là où l'on t'a blessé, non pour y apporter un couteau, mais pour y apporter la vérité. Ce n'était pas un ordre, c'était une graine. Elle tomba en Sigrid et y demeura, lourde, vivante. Elle ne dit pas tout de suite ce qu'elle ferait. Elle sentit seulement qu'en elle, quelque chose s'était déjà mis en mouvement. Non vers la vengeance, et non vers le pardon, mais vers cette responsabilité dont on ne se cache ni derrière la forêt, ni sous le toit d'autrui. Cette nuit-là, Skadalvik revint à Sigrid en songe. Mais le rêve ne parlait pas de l'instant où on la chassait. Il parlait d'elle marchant sur la route familière et voyant les maisons debout, sans chaleur en elles. Les gens la regardaient comme un salut, et en même temps comme un reproche. Et parmi ces regards en passait un, trop connu. Einar semblait se tenir à l'écart.
son visage dans l'ombre, demeurait indéchiffrable. Pourtant Sigrid sentait qu'il regardait, lui aussi. Et dans ce regard, il n'y avait plus l'assurance d'autrefois. Il y avait une attente. Quand elle s'éveilla, le dehors était silencieux. Le monde ne la pressait pas, mais il ne la lâchait pas non plus. Sigrid se leva, jeta son manteau sur ses épaules et sortit. La nuit était claire. Les étoiles pendaient, rangées, comme si quelqu'un les avait suspendues exprès pour qu'un être humain se perde moins. Elle resta là, à penser que son village pouvait avoir besoin d'elle. Non parce qu'elle leur devait quoi que ce soit, mais parce que, si elle savait désormais entendre et comprendre, elle n'avait pas le droit de faire semblant que cela ne la concernait pas. Et pourtant, une pensée fine et dangereuse continuait de la ronger. Si elle retournait là-bas, elle devrait revoir celui qui l'avait faite bannie. Et il faudrait alors se mettre à l'épreuve pour de bon. Pas au coin du feu, pas sous un toit étranger, mais là où le cœur se souvient de la douleur. Pour la première fois depuis longtemps, Sigrid sentit que le prochain pas pouvait changer autre chose que sa propre vie. Il pouvait infléchir celle des autres. Cela faisait peur, et en même temps, quelque chose de chaud, presque tendre, montait dans sa poitrine. Une force intérieure, pareille à un feu qui ne craint pas le vent parce qu'il a appris à brûler plus profond. Le jour où Einar vint à la maison de Björnulf ne ressemblait pas au jour où l'on venait demander conseil. D'ordinaire, la route annonçait les visiteurs. Le chien du yard s'agitait, le vent changeait de son, les oiseaux se taisaient tout à coup. Cette fois, tout était trop égal, trop tranquille. Et pourtant, dès le matin, Sigrid sentait en elle une tension, comme si quelque chose d'invisible avait été tendu entre sa poitrine et la porte. Il n'y avait plus qu'à attendre la secousse. Elle vaqua à ses tâches, comme toujours. Elle porta l'eau, remua les herbes sèches, vérifia que les provisions contre le mur n'avaient pas pris l'humidité. Björnulf, assis près du foyer, écoutait ses pas et, à un moment, dit comme en passant qu'aujourd'hui, il ne lui faudrait pas deviner les mots des autres, mais soutenir la vérité des autres. Sigrid ne répondit pas. Elle ralentit à peine, puis reprit, comme si elle n'avait rien entendu. Mais la phrase du vieil homme s'était déposée en elle, lourde et juste. Vers le soir, des pas crissèrent sur la neige, ni rapides, ni assurés. Quelqu'un avançait, comme si chaque mouvement lui coûtait une dispute intérieure. Sigrid posa une écuelle de bois sur la table et tendit l'oreille. Les pas s'arrêtèrent devant la porte. D'abord le silence, puis un coup bref. Ni insolent, ni timide. Ce coup qu'on frappe quand on doit venir, mais qu'on refuse de demander à genoux. Sigrid ouvrit et comprit aussitôt qu'il était seul. Elle vit la capuche de fourrure poudrée de neige fine, vit un visage fatigué dont on aurait effacé l'expression habituelle. Puis la capuche glissa un peu et elle le reconnut. Einar se tenait sur le seuil comme un homme qui ne sait pas s'il a le droit d'être là. Il ne sourit pas. Il ne chercha pas à prendre la parole avec cette aisance qu'il avait jadis. Il regarda Sigrid droit, mais ce regard n'avait plus la certitude d'autrefois. Plutôt une prudence, celle de qui entre dans une maison inconnue et comprend qu'ici, on le voit à travers. Sigrid ne recula pas, mais ne l'invita pas d'un geste. Elle maintint la porte ouverte juste assez pour que le froid ne s'engouffre pas. Le silence s'étira. Et ce silence comptait plus que n'importe quelle salutation. Einar prononça son nom, doucement, comme pour vérifier s'il était possible de le dire sans douleur. Il ajouta qu'il l'avait cherchée longtemps, qu'il avait entendu parler d'elle, que les gens disaient qu'elle était devenue voyante. Il le dit sans moquerie,
sans exaltation, comme un homme qui ne sait pas comment parler d'un prodige lorsqu'il n'a pas l'habitude de croire. Sigrid répondit calmement que, s'il venait pour un conseil, il pouvait entrer se réchauffer, mais s'il venait chercher une justification, autant refermer la porte maintenant. Elle ne menaçait pas, et ne se drapait pas. Elle posait un fait nécessaire, pour que la pièce ne se remplisse pas de mensonges. Einar inspira, comme s'il rassemblait ses forces, et il entra. Il ôta son manteau, secoua la neige avec soin sur le seuil, comme s'il voulait montrer qu'il savait respecter la maison des autres. Mais ses mains tremblaient un peu plus qu'elles n'auraient dû, même par froid. Il ne s'assit pas près du feu. Il choisit un coin, légèrement à l'écart, l'endroit où se tiennent ceux qui ne veulent pas prendre trop de place. C'était étrange à voir, chez un homme qui avait l'habitude de se tenir au plus près du jarl. Björnulf parla le premier. Il demanda simplement qui était venu et ce qu'il voulait, et sa voix avait cette tranquillité qui rend le mensonge malaisé. Einar donna son nom. Il dit qu'il venait pour Sigrid. Et il ajouta que l'affaire ne tenait pas en une question ni en une réponse. Alors il parla de Skadalvik. Sans détail, sans goût du malheur d'autrui, brièvement, comme on énumère un fardeau qu'on doit porter. Il parla du bétail qui mourait, des inondations, de la faim, des querelles. Il dit que le jarl tentait de tenir les gens, mais que le village craquait, comme de l'intérieur. Il n'appela pas cela un châtiment des dieux, ne chercha pas à paraître plus sage qu'il n'était. Il parlait comme parlent ceux qui ont cessé de se battre contre l'évidence. Sigrid écoutait en silence. Son cœur ne se réjouissait pas. Son cœur se serrait, parce qu'elle connaissait le son de la faim, même avant qu'elle n'entre dans une maison. Elle savait comment changent les voix quand on ne craint plus seulement demain, mais l'hiver lui-même. Et pourtant, en elle, une autre chose montait. La mémoire du Ting. La facilité avec laquelle on avait décidé qu'on pouvait la jeter hors du cercle. Einar se tut et la regarda. Il y avait, dans ses yeux, une tension, comme s'il se préparait à recevoir un coup. Puis, il dit qu'il était venu lui demander de revenir. Et, avant même que Sigrid puisse répondre, il ajouta qu'il ne demandait pas seulement au nom du jarl. Il dit que le peuple demandait pardon. Il dit que lui, Einar, demandait pardon. Les mots restèrent suspendus dans la pièce, et à cet instant, on entendit un tison éclater dans le feu. Sigrid ne baissa pas les yeux. Elle eut envie de demander pourquoi il osait maintenant. Pourquoi pas quand elle était debout au Ting? Pourquoi pas plus tôt? Mais ces questions-là étaient trop simples, trop humaines. Et elle comprenait déjà qu'un homme peut avoir 1000 raisons de se taire, jusqu'à ce que le malheur commence à mordre ses propres mains. Einar reprit, la voix plus basse, presque râpeuse. Il avoua que tout venait de lui, qu'il avait fait porter la faute sur elle pour conserver sa place près du jarl, qu'il avait eu peur de perdre son rang, sa vie d'avant, l'estime. Et il prononça, comme une lame sans éclat, sans colère, seulement comme une vérité, qu'il survivait. Sigrid sentit un froid se lever dans sa poitrine. Pas celui du vent, celui de la clarté. Elle avait toujours su. Mais savoir au fond de soi et entendre à haute voix, ce n'est pas la même chose. De ce qu'on garde dedans, on peut détourner la tête. De ce qui est dit, on ne détourne plus. Einar ne demanda pas l'indulgence. Il dit qu'il avait honte. Et dans ce mot, il n'y avait pas de théâtre. On sentait qu'il lui coûtait, qu'il n'avait pas l'habitude d'être coupable. Il regardait Sigrid et disait qu'elle ne s'était pas durcie, qu'elle était devenue plus forte, qu'elle était nécessaire à Skadalvik, que le village s'était trompé. Et il répéta, en butant à peine sur son souffle,
ces phrases mêmes que Sigrid entendrait ensuite plus d'une fois en elle. Tu ne t'es pas endurcie, tu es devenue plus forte, tu es nécessaire à notre village. Le peuple demande pardon, je demande pardon. Nous nous sommes trompés. Reviens sur ta terre. Sigrid se tut longtemps. Elle sentait deux forces lutter en elle. L'une voulait dire « trop tard ». L'autre murmurait que « trop tard » n'existe que pour les morts et que les vivants ont toujours un choix, même lorsqu'il fait mal. Elle regarda les mains d'Einar, posées sur ses genoux. Les doigts se crispaient puis se détendaient, comme s'il retenait un geste d'assurance devenu impossible. Björnulf n'intervint pas. Il semblait s'être retiré dans l'ombre pour que ce choix appartienne à Sigrid. Mais sa présence restait là, comme un appui silencieux. Enfin Sigrid dit qu'elle l'avait entendu, qu'elle ne répondrait pas tout de suite. Et elle ajouta, d'une voix égale, comme si elle parlait d'une affaire ordinaire, « Reste cette nuit. Au matin, je te dirai ce que j'ai décidé. » Einar leva les yeux vers elle. Quelque chose comme un soulagement y passa, puis disparut aussitôt, comme s'il craignait de paraître faible. Il acquiesça et dit qu'il resterait, si elle le permettait. Il ne rajouta rien. Il ne chercha pas à arracher une réponse maintenant. Sigrid mit la table. Le repas était simple. Elle posa devant Einar une écuelle, lui donna du pain tiède, versa une infusion brûlante d'herbe. Ce n'était pas un geste d'amitié, c'était l'hospitalité, et elle refusait d'en faire une arme. Einar mangea lentement, levant à peine les yeux. Il la remercia à voix basse, en une phrase entière, comme pour montrer qu'il comprenait le prix de cette écuelle. Sigrid hocha la tête. Elle ne souriait pas. Il faisait encore trop froid en elle pour sourire. Ils parlèrent peu. Non qu'il n'y eût rien à dire, mais certains mots, ce soir-là, pouvaient soit tout briser, soit donner une chaleur mensongère, et Sigrid ne voulait ni l'un ni l'autre. Einar demanda des nouvelles de Björnulf, dit qu'il avait entendu parler de lui, que les gens respectaient son savoir. Björnulf répondit tranquillement que le respect est chose de vent, mais que la connaissance demeure, si l'on ne la vend pas contre la commodité. Puis Björnulf s'en alla dormir, et il ne resta dans la maison que ces deux êtres et le feu. Sigrid était assise près du mur. Einar plus au centre, mais pas trop près. Entre eux, il y avait un espace rempli de passé. Et pourtant une nouvelle fibre s'y était tendue. Il était venu de lui-même. Il avait avoué. Il ne s'était pas caché derrière le jarl et le conseil. Cela n'effaçait rien, mais cela le rendait homme, et non plus seulement ombre accrochée au pouvoir. Einar dit soudain qu'il avait pensé à elle toute l'année. Il le dit avec prudence, comme s'il craignait qu'un mot de trop ressemble à une tentative de marchander le pardon. Il expliqua qu'au Ting, il s'était persuadé que ce n'était qu'une décision, qu'un pas nécessaire, qu'une manière de maintenir l'ordre. Puis, quand tout avait commencé à pourrir, il avait compris. On ne bâtit pas l'ordre sur l'injustice faite à une autre. Il avoua qu'il avait longtemps été incapable de venir, parce qu'il redoutait de croiser ses yeux. Sigrid écoutait et sentait la colère en elle. Mais une colère qui ne bout pas. Elle repose bas, comme de l'eau noire. Et, près d'elle, montait un autre sentiment, inattendu. Pas la pitié, plutôt une étrange reconnaissance. Elle voyait un homme changer, non sous l'effet de belles paroles, mais sous la peur de perdre ce qui compte vraiment. Elle aurait voulu savoir ce qui, précisément, avait brisé en lui cette assurance. Mais elle ne demanda pas. Pas encore. La nuit s'étira. Einar s'allongea près du foyer, à la place qu'on donne aux hôtes, et demeura longtemps sans sommeil. Sigrid l'entendait se tourner, soupirer à peine.
Elle non plus ne dormait pas. Elle avait l'impression que la décision était déjà prise, plus bas que les pensées. Son corps le savait. Quelque chose en elle s'était déplacé et s'était remis d'aplomb, même si l'esprit continuait de discuter. Elle sortit un moment. La neige était lisse, le ciel sombre et calme. Elle inspira l'air froid et se surprit à penser, pour la première fois depuis longtemps, non à survivre, mais à revenir. Pas en victorieuse, pas en vengeresse, simplement en quelqu'un capable de tenir la vérité sans se briser. Quand elle rentra, le feu achevait de mourir. Einar était couché, les yeux ouverts, à regarder le plafond. Il entendit ses pas et dit doucement qu'il n'attendait pas un pardon facile. Que, si elle retournait là-bas, il était prêt à dire la vérité devant tous. Et prêt à accepter qu'après cela, il perdrait beaucoup. Il ne parlait pas en héros. Il parlait comme ceux qui ont enfin cessé de marchander avec leur propre conscience. Sigrid ne répondit pas. Elle se contenta de pousser une bûche pour relever la flamme. Dans ce geste simple, il y avait plus de réponses que dans des mots. Le feu reprit, éclaira leurs visages, et, l'espace d'un instant, ils parurent tous deux plus vieux qu'hier. Pas d'années, d'épreuves. L'aube n'était pas encore là, mais une chose se dessinait déjà. Pour Skadalvik, ils partiraient sans doute ensemble. Ce qui les attendait là-bas et qui ils seraient au bout du chemin, aucun des deux ne le savait. Et cet inconnu, vivant, dangereux, se tenait tout près de la porte, comme un prochain visiteur qu'on ne chasse pas. Au matin, Sigrid dit à Einar qu'elle irait. Sans solennité, sans belles phrases, comme on annonce une tâche lourde, nécessaire. Elle ne souriait pas, mais ne le regardait plus non plus comme un ennemi. Sa voix était égale, et cette égalité disait que la décision ne venait ni de faiblesse, ni de pitié, mais de quelque chose de plus ardu. Einar écouta en silence et acquiesça, comme s'il s'était attendu à un coup et qu'il n'arrivait pas à croire qu'il n'en recevrait pas. Björnulf ne discuta pas. Il demanda seulement à Sigrid d'approcher et posa la main sur son poignet, comme s'il ne prenait pas son pouls, mais éprouvait sa stabilité. Ses doigts étaient secs, tièdes, sûrs. Il dit que le retour serait une épreuve, parce que revenir est plus difficile que partir. On s'en va quand on n'a plus rien à perdre. On revient quand quelque chose reparaît, donc quelque chose peut être perdu. Sigrid répondit qu'elle le comprenait. Et pour la première fois depuis un an, dans ses mots, il n'y avait pas d'amertume, seulement une disponibilité calme. Elle rassembla peu de choses. Pas comme on fait un foyer, mais comme on prépare une route. Son manteau, une cape chaude, des herbes qui lui étaient désormais plus familières que le pain, un petit sac de nourriture sèche. Elle rangea le tout avec soin, pour que rien ne ballotte, ne gêne le pas. Quand elle nouait les courroies, Einar se tenait contre le mur et regardait sans parler. Dans ce regard, il y avait quelque chose d'étrange. Ni l'envie d'aider pour se donner meilleure figure, ni son ancienne façon de jauger. Plutôt un respect tendu, comme s'il voyait pour la première fois un être humain se préparer non à fuir, mais à retourner là où on l'avait frappé avec des mots. Avant de partir, Sigrid sortit dans la cour et s'arrêta pour respirer l'air, comme pour prendre congé. Elle n'était pas née dans ce village, mais c'est là qu'elle était devenue autre. Là, on ne lui avait pas demandé ce qui lui valait la confiance. On lui avait donné le droit de la gagner. Elle se retourna vers la maison de Björnulf, la paroi un peu noircie par la fumée, et sentit monter en elle une douleur chaude de gratitude. Elle s'approcha du vieil homme, se pencha et dit qu'elle se souvenait de tout ce qu'il lui avait appris. Björnulf répondit que se souvenir ne suffit pas. Il faut vivre de façon à ce que le savoir ne devienne pas un ornement.
et il ajouta que le silence l'accompagnerait désormais, même si, autour, le bruit se levait. Ils partirent à deux. Le début du chemin était simple, familier à Sigrid par son ancienne fuite, et pourtant tout avait changé. Alors, elle marchait comme on vous pousse dans le froid, et chaque maison pouvait devenir un mur. À présent, elle avançait vers des gens qui, un jour, avaient détourné les yeux. La neige grinçait sous les pas, le vent tirait du fjord d'une humidité crue, et l'on aurait dit que la terre elle-même éprouvait sa résolution. Les premières heures, ils parlèrent à peine. Sigrid écoutait leurs pas, réguliers, comme un conte de temps. Einar marchait à côté, légèrement en retrait, pas trop près, comme s'il respectait une limite qu'il n'osait franchir. Mais, de temps en temps, il cherchait tout de même son regard, et, dans ces échanges furtifs, il y avait une attente tendue. Allait-elle parler du passé, demander net, frapper de mots? Sigrid se taisait. Pas par calcul. Elle gardait le silence pour ne pas l'abîmer avec une douleur trop hâtive. Le soir, ils atteignirent une petite maison aux abords d'un village étranger. Les hôtes les reçurent sans joie et sans hostilité. Ils donnèrent une place parce qu'une nuit est une nuit, et que les routes d'hiver n'aiment pas les orgueilleux. Dedans, cela sentait la fumée et la bouillie acide. Sigrid ôta son manteau, le suspendit près du feu et sentit ses doigts se mettre à lancer sous la chaleur. Einar, en face, baissait les yeux, buvant en silence la tisane brûlante qu'on leur avait servie. Plus tard, quand les hôtes se furent couchés, Sigrid sortit. Le ciel était bas, lourd, comme s'il cachait une tempête. Einar la suivit. Il s'arrêta près d'elle sans chercher à se rapprocher. Un moment, ils restèrent là, à regarder l'obscurité, à écouter le vent gémir au loin. Alors, pour la première fois depuis leur départ, Sigrid lui demanda ce qui avait changé. Pas au village, en lui. Pourquoi il était venu maintenant? Einar se tut longtemps. Ce silence n'était pas beau. Il était lourd, comme une neige mouillée. Puis, il dit que sa mère était malade. Il le dit simplement, sans dissimuler le tremblement de sa voix. Une maladie dure, presque sans remède, qui avait comme arraché de lui tout ce qui était superflu. Il ajouta qu'autrefois il pensait que, si l'on se tenait près du jarl, si l'on se rendait utile, si l'on glissait au bon moment le mot nécessaire, la vie resterait à portée de main. Mais à présent, la vie lui échappait, et aucune ruse ne pouvait la retenir. Sigrid ne répondit pas tout de suite. Dans la pénombre, elle regardait son visage et n'y voyait plus l'assurance d'hier, mais la fatigue d'un homme qui s'est longtemps interdit de sentir. Elle eut envie de lui dire que c'était mérité, que la peur lui revenait par la même voie qu'il avait un jour empruntée pour faire peur aux autres. Mais elle se retint. Parce qu'une autre pensée se leva. La souffrance de sa mère n'avait pas de faute. Et si Sigrid savait désormais entendre et comprendre, elle ne pouvait pas se permettre de se venger en passant par la faiblesse d'un autre. Elle demanda depuis quand cela durait. Einar répondit que ce n'était ni d'hier ni d'aujourd'hui. Que sa mère avait tenu longtemps, comme tiennent les femmes qui ont appris à ne pas se plaindre. Mais qu'à présent elle était devenue mince comme une branche sèche, et qu'il lui arrivait de ne plus reconnaître la maison, comme si elle la regardait de très loin. Il dit cela, puis détourna brusquement les yeux. Dans ce geste, il y avait trop de choses. La honte de son ancienne froideur, la peur de rester seul, et la culpabilité qu'il savait jadis cacher sous l'ouvrage. Ils rentrèrent et se couchèrent. Sigrid demeura longtemps à fixer le plafond, et, en elle, se poursuivait une conversation que nul n'entendait. Elle s'adressait à Frère, non pour un miracle, mais pour un sens.
Elle pensait à cette justice qui déborde si largement. Pourquoi le châtiment attrape-t-il ceux qui sont coupables, puis accroche ceux qui ne font que vivre à côté? Il n'y eut pas de réponse en phrase. Il y eut une sensation. Quand le mensonge devient une pièce de la maison commune, toute la maison tombe malade. Et cela ne se guérit pas seulement par la punition, mais par une vérité qu'il faut avoir la force de soutenir. La route se fit plus rude. Par endroits, la neige s'effritait sous le pas. Ailleurs, elle s'était durcie en croûte, traîtresse, et les pieds glissaient. Il fallait parfois contourner des zones dangereuses, là où le vent avait balayé la couverture et laissé les pierres à nu. Einar marchait un peu devant, choisissant le passage, et c'était un soin simple, muet. Il ne se montrait pas, il faisait seulement en sorte que ce soit moins difficile pour elle. Sigrid le voyait et ne le remerciait pas à voix haute. Elle ne voulait pas transformer leur marche en échange de politesse, mais au fond d'elle, elle notait chaque détail, comme on note les pas d'un homme qui cherche à devenir autre, non par des mots, mais par des actes. Parfois, il s'arrêtait près d'une eau libre pour boire. Et dans ces haltes brèves, Sigrid se surprenait à n'avoir plus besoin, près d'Einar, de tenir son visage aussi serré qu'au milieu des étrangers. Pas parce qu'elle lui faisait confiance, la confiance n'était pas venue, mais parce qu'il l'avait déjà vue dans cette vérité où il n'y a rien à cacher. Et en retour, elle le voyait sans son masque habituel. C'était dangereux, une proximité née non de la joie, mais d'une douleur commune, et qu'on confond facilement avec quelque chose de plus grand. Sigrid le savait. Et pourtant, parfois, quand Einar levait vers elle un regard où il n'y avait pas d'exigence, seulement la reconnaissance silencieuse de sa force, elle se sentait plus réchauffée que par le feu. Au 3e jour, Sigrid commença à interroger plus précisément sur Skadalvik. Elle demandait d'une voix calme, comme quelqu'un qui ne se prépare pas à rentrer dans le passé, mais à travailler dans le présent. Einar raconta que le Jarl s'était affaibli, pas du corps, de l'esprit. Que le conseil se querellait davantage, car la peur rend les hommes mauvais. Que ceux qui se taisaient autrefois accusaient maintenant tout le monde, pour ne pas avoir à s'accuser eux-mêmes. Il dit que les amis de Sigrid tenaient comme elles pouvaient, mais que c'était dur pour elle aussi. Aux yeux des autres, soutenir une bannie ressemblait à un défi. Sigrid écoutait et sentait monter non la rage, mais la résolution. Elle comprenait que, si elle revenait, il ne suffirait pas d'entrer dans le village. Il faudrait soutenir leur regard. Soutenir la joie honteuse des uns, l'hostilité cachée des autres, et les tentatives de la transformer en salut pour que chacun n'ait plus à penser. Et, au milieu de tout cela, ne pas se perdre. Un soir, sous un auvent, devant un petit feu, Einar dit qu'il avait peur. Il le dit sans annonce, comme on crache enfin une vérité qu'on garde trop longtemps. Pas la peur de la route, ni celle de la honte au Ting. Il avait peur que, même s'il avouait, même si Sigrid revenait, les malheurs ne cessent pas. Et alors tous comprendraient que le problème n'était ni dans les dieux, ni dans les signes, mais dans le fait qu'ils avaient désappris à tenir parole. Il dit qu'il ne savait pas comment réapprendre. Sigrid le regarda longuement, puis elle répondit qu'il devrait tous apprendre, et que sa peur ne le rendait pas plus mauvais, elle le rendait plus honnête. Elle le dit sans bercer, sans caresser, mais ces mots contenaient une chose qu'Einar, semblait-il, n'avait jamais reçue d'elle. La reconnaissance qu'il était aussi un homme, et pas seulement le coupable. Cette nuit-là, Einar resta éveillé longtemps. Il fixait l'obscurité près du feu, et Sigrid sentait son regard sans qu'il la regarde vraiment. Étrange sensation, comme si une fine fibre s'était tendue entre eux, et que le long de cette fibre ne coulait pas le désir, mais quelque chose de plus bas, plus calme. Respect,
faute, gratitude, et encore une chose sans nom. Sigrid refusa d'y penser trop. Il fallait éviter de se tromper. Pourtant, son cœur notait. Cet homme avait détruit sa maison, et maintenant il marchait à côté d'elle, portant une part de son poids, sans demander qu'on le soulage. Aux abords de Skadalvik, le vent prit un goût plus salé. Elle le reconnut aussitôt, comme on reconnaît une odeur de chez soi, même lorsqu'on en veut à la maison. Sigrid s'arrêta sur le sentier pour regarder en bas, vers les lignes familières du rivage. Le village se voyait de loin. Des fumées montaient, mais plus fines qu'autrefois. Il y avait moins de mouvement près de l'eau. La terre autour paraissait fatiguée. Einar s'arrêta à son côté, regarda aussi. Il ne dit rien. Il serra seulement la lanière sur son épaule, comme s'il se préparait à recevoir un coup qu'il avait lui-même appelé. Sigrid inspira plus profondément. Elle ne ressentait pas de colère, et sentit seulement que le plus difficile commençait maintenant. Jusqu'ici, il y avait eu la route. À présent, il lui faudrait marcher sur des visages, sur leur mémoire, leur peur, leur honte. Et pourtant, à cet endroit, une évidence s'imposa. Elle ne revenait plus en banni. Elle revenait en quelqu'un qui avait trouvé son appui au-dedans. Et près d'elle avançait celui qui, jadis, lui avait arraché cet appui. Leurs pas descendant vers Skadalvik sonnèrent pareils dans le silence. Dans cette égalité, il y avait une promesse. Chacun d'eux paierait le passé à sa manière. Mais le chemin du retour, lui, était déjà pris. Skadalvik accueillit Sigrid comme s'il ne savait pas s'il devait se réjouir ou rougir. Le village était là, à sa place, au bord du fjord, et pourtant, une fatigue y flottait. La fumée des toits était plus mince, les gestes du quai plus lents, les paroles plus courtes. On se retournait vers elle dès qu'elle s'engageait entre les maisons, et ses regards étaient lourds de trop de choses à la fois. Certains étaient prudents, comme si elle apportait le malheur dans ses pas. D'autres avaient déjà le regard de ceux qui voient un salut et voudraient lui glisser la charge de leurs erreurs. D'autres encore détournaient les yeux, incapables de supporter leur propre honte. Sigrid ne marchait pas vite. Elle ne feignait pas l'indifférence. Mais elle ne se courbait pas non plus, comme si elle devait demander pardon d'exister. Sa tenue était calme, celle de quelqu'un qui a passé 1 an sous des toits étrangers et a compris le prix d'un pas droit. Elle entendait son nom chuchoter, voyait des mères tirer leurs enfants du chemin, comme si ce nom portait un danger. Et pourtant, sous la peur, elle sentait autre chose, une espérance. Maladroite, coupable, mais vivante. Einar avançait à côté d'elle, un peu en arrière. Il marchait comme s'il voulait rester près, mais n'avait pas le droit d'être son égal sur le chemin. Quelques hommes le reconnurent et se raidirent. Quelqu'un lui jeta un mot dans le dos, pas très fort, mais net. Einar ne répondit pas. Il serra la mâchoire, et Sigrid vit son orgueil tenter de relever la tête, puis retomber. Il apprenait autre chose, soutenir le regard des autres sans se cacher et sans mordre. Devant la maison du Jarl, on les attendait déjà. Ketil sortit sur le seuil et s'arrêta, comme s'il ne trouvait pas la force d'avancer. Il paraissait plus âgé que le jour du Ting, non par le visage, mais par la lourdeur des épaules. Il regardait Sigrid avec l'entêtement de celui qui voudrait encore avoir raison et la lucidité de celui qui sait qu'il ne le pourra plus. Autour de lui se tenaient des membres du conseil, tendus, attentifs, comme s'ils redoutaient qu'un mot mal posé ne recasse le village. Ketil dit qu'il était heureux de la revoir. Les mots sortirent secs. Puis il ajouta que Skadalvik avait traversé une année dure, et qu'il ne prétendrait pas que tout venait seulement de son bannissement, parce que ce serait se cacher encore derrière des excuses commodes. Il dit qu'il avait agi injustement, laissant la peur et la pression l'emporter. Il dit qu'à présent, il voulait réparer.
autant que l'honneur le permet, et qu'au Ting, il reconnaîtrait publiquement sa faute. Sigrid écouta sans acquiescer trop vite, et savait que l'aveu d'un jarl compte, mais qui ne suffit pas. Trop de bouches devraient apprendre à dire vrai, non seulement par les mots, mais par la façon de vivre après. Elle répondit d'une voix égale qu'elle n'était pas revenue pour exiger, mais pour comprendre s'il était encore possible de rassembler ce qui avait été brisé. Et elle ajouta que, si on l'appelait comme voyante, il faudrait être prêt à entendre aussi ce qui ne plaît pas. Ketil ordonna qu'on lui donne une maison et une terre. Pas une masure au bord, mais une bonne part, l'une des meilleures qu'un jarl puisse offrir, pour que chacun voie. Ce n'était pas une réconciliation en cachette, mais une reconnaissance au grand jour. Sigrid entra dans la demeure préparée pour elle et sentit quelque chose d'étrange. La maison était chaude, solide, avec un toit sain et des murs secs. Mais la chaleur ne l'entra pas tout de suite. Elle resta sur le seuil, comprenant que les murs ne font pas un foyer. Les foyers, ce sont les gens. Et les gens ne savaient pas encore comment la tenir. Ses amis vinrent le soir. Elles pénétrèrent presque sans frapper, comme si elles craignaient d'arriver trop tard à ce que leur cœur attendait depuis longtemps. L'une l'étreignit si fort que Sigrid, pour la première fois de la journée, s'autorisa à fermer les yeux. L'autre lui prit les mains, la dévisagea, comme pour s'assurer qu'elle était vraie. Elles pleuraient et riaient ensemble, comme font ceux qui ont tenu trop longtemps et ne savent plus choisir un seul sentiment. Elles dirent qu'elle lui avait écrit à chaque occasion, qu'elles avaient prié à leur manière, qu'elles s'étaient maudites de n'avoir pas parlé au Ting. Sigrid ne les laissa pas se noyer dans la faute. Elle dit qu'elle comprenait leur peur, et que l'important maintenant, ce n'était pas hier, mais ce qu'elle ferait demain. On fixa le Ting pour les jours suivants. Chacun savait que ce ne serait pas une assemblée ordinaire, ce serait une épreuve. Skadalvik pouvait-il supporter la vérité? Le jour venu, le vent était vif, humide. La terre sous les pieds était dure, comme si elle refusait d'avaler les excuses. Les hommes libres se tenaient plus serrés qu'à l'habitude. Les femmes restaient proches, on ne leur donnait pas la parole décisive, mais leur regard pesait lourd. Dans la foule, l'inquiétude vibrait. Tous ne voulaient pas que la vérité sorte, parce que la vérité ne frappe jamais un seul homme. Ketil s'avança et leva la main. Il parla d'une voix égale, mais elle tremblait, pas à cause du vent. Il reconnut son injustice. Il dit qu'il avait laissé la peur étouffer la raison et l'honneur. Il dit que le village en avait souffert, et pas seulement par la perte du bétail et des réserves. C'est la confiance qui avait été blessée. Et sans elle, Skadalvik ne tient pas sur la route du commerce, ne garde pas ses alliances, ne conserve pas la paix. Il demanda que Sigrid soit réintégrée officiellement, devant tous, comme femme libre, non comme bannie, non comme ombre. Et, pour la première fois, beaucoup la regardèrent en face, sans se cacher. Puis Einar fit un pas en avant. La foule se tendit comme une corde. Quelqu'un chuchota. Quelqu'un expira brusquement. Einar se tenait là comme si tout son corps voulait se retourner et s'en aller, mais il ne s'en allait pas. Il dit que la faute était sur lui, qu'il avait piégé Sigrid, lui jetant sur les épaules ce qu'il aurait dû porter lui-même pour conserver sa place près du jarl. Il ne chercha pas refuge dans l'argument des temps difficiles. Il ne dit pas qu'on l'avait forcé. Il prononça son nom et sa lâcheté. Et ces mots simples frappaient plus fort que n'importe quel discours, parce qu'ils n'étaient pas beaux. Ils étaient vrais. Un remous parcourut la foule. Certains voulaient crier que cela ne suffisait pas. D'autres, au contraire, avaient hâte d'en finir, comme si la vérité brûlait la bouche. Sigrid regardait Einar et voyait qu'il ne tenait debout que par l'entêtement. Il ne se tournait pas vers le jarl, ne cherchait pas un appui. Il était seul, comme elle avait été seule le jour du Ting. C'était une égalité étrange, amère.
Quand Einar se tut, le silence tomba. On y entendait le vent jouer dans les fourrures, un murmure de prière coincé entre des dents, le reniflement d'un enfant. Puis l'un des anciens déclara que la vérité avait été entendue, que Sigrid était réintégrée, qu'Einar perdrait sa place auprès du Jarl et ne parlerait plus au nom du pouvoir. La décision n'avait rien d'une clémence, c'était une tentative de retenir l'ordre sans le rompre dans le sang et la vengeance. Einar ne protesta pas. Il acquiesça comme s'il était venu chercher cela précisément. Il savait que le respect ne revient pas en un jour. Il savait qu'il lui faudrait vivre dans un village où chacun se souviendrait. Mais il resta. Ce n'était pas faiblesse, c'était le début d'une peine qu'il acceptait de sa propre volonté. Après le Thing, Sigrid ne se réfugia pas dans sa maison. Elle traversa le village lentement, comme pour le revoir, avec des yeux revenus de loin. Elle regardait les champs, la terre amaigrie, les étables où les bêtes étaient trop maigres. Les gens s'approchaient avec prudence, craignant de dire un mot de trop. Certains demandaient conseil, d'autres se contentaient d'un signe de tête et repartaient. Sigrid ne promit pas de miracle. Elle dit qu'une guérison n'arrive pas d'un coup lorsque la maladie a duré. Mais si Skadalvik acceptait de vivre vrai et de travailler ensemble, beaucoup pouvaient revenir. Elle commença par le plus petit. Elle écouta les gens. Elle observa les endroits où l'eau, après les crues, avait déchiré la terre, ceux où les réserves s'étaient gâtées dans l'humidité, ceux où les familles s'étaient mises à se quereller au point de ne plus savoir s'arrêter. Elle ne donnait pas des ordres, elle expliquait. Elle ne brandissait pas les dieux comme une menace. Elle disait que les dieux n'aiment pas l'échange faussé, que, si l'on veut la prospérité, il faut d'abord rendre la justice aux relations des hommes. Et ces mots ne sonnaient pas comme une prêche, ils sonnaient comme une vérité difficile à avaler, mais qu'on paie plus cher encore si on la recrache. Elle n'alla pas tout de suite chez Einar. Plusieurs jours passèrent avant qu'elle se présente à son seuil. La maison était vieille et sentait les herbes médicinales et la maladie. La mère d'Einar gisait sur la couche, lourde, pâle, avec des yeux où le sang s'apparaissait, puis s'éteignait. Einar était assis près d'elle, tenant sa main avec une précaution telle qu'on eût dit qu'un simple contact pouvait faire mal. Quand il vit Sigrid, il se leva. Il voulut parler, mais les mots ne vinrent pas. Sigrid lui fit un signe de tête et s'approcha de la femme. Elle ne promit pas la guérison. Elle dit seulement qu'elle tâcherait d'alléger. C'était plus honnête que n'importe quel serment. Einar la reconduisit à la porte lorsqu'elle partit. Il murmura qu'il ne savait pas comment remercier. Sigrid répondit que sa gratitude ne devrait pas se prouver par des mots. Il devrait, chaque jour, se rappeler que la vérité coûte plus cher que la commodité. Et elle ajouta, tout aussi bas, qu'elle aidait sa mère, non pour lui. Elle aidait parce que, si elle ne le faisait pas, quelque chose en elle se gâterait. Einar acquiesça. Dans ses yeux, il y avait ce qui est rare chez ceux qui ont l'habitude de gagner: l'humilité. Le soir, Sigrid rentra et resta longtemps près du feu. Dehors, on entendait des pas, des voix, une vie qui revenait lentement au village. Mais en elle, la tension demeurait. Elle comprenait que le Thing n'avait été qu'un commencement. On peut avouer une faute sur la place, puis recommencer à vivre comme avant, parce que c'est plus facile. Et alors le malheur revient. Elle ferma les yeux et chercha ce qu'elle entendait d'ordinaire dans le silence. Elle ne demandait pas un signe pour savoir si revenir avait été juste. Elle demandait un signe sur la force qu'il lui faudrait pour empêcher Skadalvik de retomber dans sa faiblesse. Et dans cette tranquillité, elle crut sentir non une voix, mais une sensation. Désormais, tout ne dépendrait plus d'un seul coupable, ni d'un seul jarl.
tout dépendrait de leur capacité à ne plus se taire quand la vérité est nécessaire. Le lendemain, des gens vinrent chez elle. Pas en foule, pas en bruit, un par un, deux par deux. Ils venaient chercher conseil, ou des mots, ou simplement s'asseoir et sentir qu'il existait de nouveau, dans le village, quelqu'un qui ne détourne pas les yeux devant la douleur. Parmi eux, Sigrid aperçut Einar. Il restait un peu à l'écart, n'approchait pas. Il la regardait comme s'il avait quelque chose d'important à dire, mais n'avait pas le droit de lui prendre des forces pendant qu'elle portait Skadalvik sur ses épaules. Sigrid croisa son regard et ne le fuyait pas. Et dans ce bref instant, revint ce sentiment dangereux né entre eux sur la route. Pas encore le pardon, pas l'amour, mais quelque chose qui pourrait devenir l'un ou l'autre, s'il tenait bon. Sigrid détourna les yeux la première, parce qu'elle le savait. Trop de travail l'attendait pour laisser son cœur courir plus vite que sa raison. Pourtant, son cœur battait déjà autrement, comme s'il devinait que la vérité la plus difficile restait devant eux. Après le Ting, la vie à Skadalvik ne devint pas lumineuse d'un seul coup, comme si un mot suffisait à ranimer un brasier. Elle changea lentement. D'abord, cette suffocation qui avait pesé 1 an sur le village se dissipa. On se levait toujours tôt, on portait toujours l'eau, on réparait les filets et l'on rapiéçait les toits. Mais les gestes contenaient moins de rage. On avait cessé d'attendre le malheur à chaque minute. On recommençait à vivre comme savent vivre les gens du Nord, avec retenue, avec obstination, sans se promettre plus que ce qu'on peut tenir. Sigrid ne cherchait pas à se faire passer pour une sauveuse. Elle allait de maison en maison, écoutait, regardait, questionnait. Parfois, elle s'asseyait au foyer avec les femmes et parlait des choses les plus simples. Comment ménager les réserves, comment empêcher les enfants de geler, comment ne pas laisser les conversations aller jusqu'au couteau. Elle savait que, dans les temps durs, un village tient non seulement par le jarl et les hommes, mais par les mains et la patience de ceux qui rendent la vie possible chaque jour. Et l'on commença à l'écouter, non parce qu'on craignait son don, mais parce qu'on voyait qu'elle ne réclamait pas des révérences. Elle travaillait à côté. Les malheurs reculèrent lentement, mais on les voyait reculer. De bétail reprit force. Pas d'un coup, mais assez pour que même ceux qui attendaient toujours le pire le remarquent. L'eau cessa d'arracher les champs avec la même fureur, et au printemps, la terre sembla respirer pour la première fois depuis longtemps. Quand la pêche redevint un peu meilleure, les hommes ne crièrent pas, ne fanfaronnèrent pas. Ils échangèrent un regard, puis se remirent au travail, comme s'ils craignaient d'effaroucher la chance. Sigrid, passant près d'eux, surprenait ce soulagement muet et comprenait. Skadalvik apprenait de nouveau à se faire confiance. Ses amis revinrent souvent. Elle passait le soir, apportant un pain chaud, un morceau de tissu, ou simplement leur voix, vivante, vraie. Elle parlait longtemps, riait parfois, se taisait parfois. Dans ces soirées, il y avait quelque chose de profondément humain. La tentative de rendre non seulement le temps perdu, mais la part de soi que chacune avait un jour abandonnée à la peur. Sigrid ne les accusait pas. Elle savait que le reproche rend rarement plus fort. Mais elle ne les laissait pas oublier l'essentiel. Se taire, c'est aussi agir. Et, lorsqu'elle l'écoutait, leurs yeux devenaient plus graves, comme si, pour la première fois, elle recevait vraiment cette leçon. Einar disparut des lieux bruyants. On ne le voyait plus près du jarl. Sa voix ne pesait plus au conseil comme avant. Il travaillait, sans ostentation, sans attente de récompense. Il réparait les clôtures, aidait à porter des troncs, faisait ce que font ceux qui veulent appartenir à l'effort commun. Les regards sur lui restaient divisés. Certains ne cachaient pas leur mépris. D'autres disaient que ce n'était pas assez.
Mais Einar ne se défendait plus. Il avait compris que se défendre, désormais, ne servirait à rien. Ses mots s'étaient terminés au Ting. Après, il n'y aurait plus que la vie, et chaque jour, la nécessité de prouver qu'il n'était plus celui d'autrefois. Il rentrait plus tôt que les autres chez sa mère. Quand Sigrid allait la voir, il était souvent déjà assis près de la couche, tenant la main de la malade sans un mot. La vieille femme sombrait dans le sommeil, puis ouvrait parfois les yeux et regardait son fils comme si elle cherchait à se rappeler qui il était. Parfois, un sourire faible passait sur ses lèvres. Alors Einar devenait d'une douceur étrange, comme s'il craignait de briser l'instant en respirant trop fort. Il apprenait à rester auprès de la douleur sans essayer de la vaincre. Simplement rester. Sigrid venait chez eux régulièrement. Elle apportait des herbes, préparait des infusions, massait de ses mains sèches et chaudes les épaules de la vieille femme pour lui rendre le souffle plus facile. Elle ne promettait pas la guérison. Elle ne disait que ce qu'elle pouvait faire. Et c'était justement cela qui, peu à peu, dissipait l'embarras entre elle et Einar. L'embarras ne disparut pas entièrement, mais il cessa d'être un mur. Le mur devint une porte qu'on peut entr'ouvrir avec précaution. Un jour, alors qu'elle s'apprêtait à partir, Einar sortit à sa suite et s'arrêta sur le seuil, comme s'il n'osait pas dire ce qu'il portait depuis longtemps au fond de la gorge. Il murmura que sa mère dormait mieux depuis que Sigrid venait. Il ajouta qu'il ne savait pas comment la remercier. Sigrid répondit calmement que sa gratitude, il ne devrait pas la lui montrer à elle, mais à lui-même, chaque jour. Et elle ajouta que le pardon n'a rien de beau. Il est difficile, égal, comme une route d'hiver. Einar la regarda longtemps, puis acquiesça, comme s'il acceptait ces mots comme une règle qu'on ne transgresse pas. Et pourtant, quelque chose d'autre naissait dans ces visites. Pas d'un coup, pas bruyamment. Quand Sigrid se penchait sur la mère d'Einar, remontait une couverture, puis relevait les yeux, il lui arrivait de croiser le regard d'Einar. Il n'y avait plus ni ruse, ni défense. Il y avait une attention, presque un soin. Il la regardait comme si elle tenait entre ses mains non seulement des herbes et une écuelle d'infusion, mais quelque chose de bien plus précieux. Alors, dans la poitrine de Sigrid, un mouvement tiède s'éveillait. Et elle ne le nommait pas. Un soir, à Skadalvik, on donna un petit repas commun. Rien de riche, rien de fanfaron, plutôt cette paix sobre qui vient quand les hommes comprennent enfin qu'ils ont traversé le pire sans s'entre-déchirer. Sigrid ne s'assit pas à une place d'honneur, ne chercha pas à se mettre en avant. Elle était là, parmi les autres, comme une part du village. Ses amis s'installèrent près d'elle, et les conversations alentour étaient celles de toujours. La pêche, le temps, qui avait réparé une barque, qui avait perdu un couteau et où on l'avait retrouvé. Et pourtant, parfois, quelqu'un se taisait et regardait Sigrid comme s'il voulait dire merci, sans savoir le dire. Alors la personne se contentait d'un signe de tête, et Sigrid répondait pareil. Cela leur suffisait. Einar arriva tard. Il resta un moment près de l'entrée, comme s'il se demandait s'il avait le droit d'entrer. Puis il franchit le seuil, s'assit non près du jarl, non parmi les langues qui aiment parler des affaires des autres, mais contre le mur, dans l'ombre. Il mangea peu, il écouta davantage. Et lorsqu'un homme, à côté de lui, lâcha un mot grossier, Einar ne répondit pas. Il se leva simplement et sortit dans le froid. Sigrid ne le remarqua pas tout de suite. Lorsqu'elle s'en aperçut, son cœur eut un sursaut d'inquiétude, comme si elle s'était déjà habituée à le suivre du coin de l'âme. Elle sortit à son tour. Le vent était froid, mais pas méchant. Einar se tenait contre la paroi, face au fjord. Sigrid s'approcha sans trop se rapprocher, laissant entre eux
la distance qu'il fallait encore respecter. Il dit qu'il n'avait pas l'habitude d'être haï à ciel ouvert. Il le dit sans plainte, comme un fait. Il ajouta qu'autrefois, il croyait que le plus important était de ne donner à personne un motif. À présent, il comprenait qu'un motif n'est plus nécessaire quand on a déjà fait ce qu'on a fait. Sigrid resta silencieuse, l'écouta parler d'une voix droite, sans jeu. Puis elle dit que la haine du village n'effacerait pas sa faute, mais ne le rendrait pas non plus mauvais s'il refusait d'y répondre par la même noirceur. Elle dit qu'un homme doit parfois traverser la colère des autres pour apprendre à ne plus se cacher. Einar la regarda et demanda doucement si, un jour, elle pourrait le voir sans la mémoire du Ting. Ce n'était ni une demande d'amour, ni une tentative de hâter le pardon. C'était la question d'un homme qui, pour la première fois, voulait être regardé non par son rôle, mais pour ce qu'il est. Sigrid ne répondit pas aussitôt. Elle sentit remonter l'ancien froid, mais près de lui se tenait déjà une chaleur différente, plus forte, parce qu'elle ne mentait pas. Elle dit que la mémoire resterait, qu'elle ne savait pas arracher le passé d'elle-même, mais qu'elle savait ne pas y habiter. Et elle ajouta que, s'il poursuivait son chemin d'épuration, un jour la mémoire cesserait d'être un couteau et ne serait plus qu'une cicatrice. Einar expira, et dans ce souffle, il y eut un soulagement, comme si on lui avait accordé au moins le droit d'espérer. Quelques jours plus tard, la mère d'Einar s'affaiblit tout à fait. Sigrid vint le matin et vit que la vieille femme ne se retenait presque plus à ce monde. Elle respirait avec peine, ses yeux s'ouvraient parfois, mais le regard était loin. Einar était assis près d'elle, sans pleurer. Il lui tenait la main et la regardait comme s'il voulait retenir chaque ride, chaque trait, parce qu'ensuite, ce serait trop tard. Sigrid fit tout ce qu'elle put. Infusion chaude, herbe, paroles calmes, pour que la peur ne vole pas les dernières forces. Quand Sigrid sortit, Einar la raccompagna jusqu'au seuil. Il dit bas que si sa mère s'en allait, il ne savait pas ce qui resterait vivant en lui. Sigrid le regarda et répondit qu'il resterait ce qu'il faisait maintenant. Le choix de la vérité, le fait de n'avoir pas fui, et que c'est cela, le vivant, même si ça fait mal. Le soir même, sa mère mourut, sans cri, sans scène. Le souffle devint plus léger, puis s'interrompit. Skadalvik ne fit pas un grand deuil. Chacun, à cette époque, portait ses propres pertes. Mais des gens vinrent, déposèrent de la nourriture en silence près de la porte, puis repartirent. C'était leur reconnaissance prudente. Ils voyaient qu'Einar avait changé, et s'il n'était pas prêt à lui pardonner, il ne voulait plus l'achever. Après l'ensevelissement, Einar disparut plusieurs jours. Il travailla comme s'il voulait étouffer le chagrin à coups de main. Sigrid ne le chercha pas. Il est des douleurs qu'un homme doit traverser seul. Puis, un soir, il vint à sa porte. Il frappa doucement. Lorsqu'elle ouvrit, il se tenait là sans sa tenue habituelle, comme quelqu'un qui n'a plus rien derrière quoi se cacher. Il dit qu'il voulait la remercier pour ce qu'elle avait fait pour sa mère, et aussi pour ne pas l'avoir brisée tout à fait, alors qu'elle en avait le droit. Sigrid répondit qu'elle ne l'avait pas épargnée par mollesse. Elle dit que la haine attache un être au passé plus solidement que n'importe quelle corde, et qu'elle avait été liée trop longtemps à ce passé. Elle ne voulait plus. Il demanda s'il pouvait entrer. Elle le laissa. Ils s'assirent près du feu et se turent longtemps. Ce silence n'avait rien embarrassé. C'était un silence où l'on peut être vrai, côte à côte. Puis Einar parla. Il dit qu'il avait toujours cru que le pardon était une jolie histoire pour les faibles, et qu'il comprenait désormais que le pardon est un travail lourd. Pas pour celui qui pardonne, pour celui qui est pardonné. Parce qu'à partir de là, chaque jour, il faut être digne de la chance qu'on vous a laissée.
Sigrid l'écoutait, et une pensée claire se forma en elle. Elle n'avait plus peur près de lui. Pas parce qu'il était devenu inoffensif, mais parce qu'il était devenu honnête. L'honnêteté ne protège pas de la douleur, mais elle chasse le mensonge. Et le mensonge est toujours pire à porter. Au moment de partir, Einar s'arrêta sur le seuil. Il dit qu'il ne lui demanderait rien, sinon la possibilité d'être près d'elle quand elle le permettrait. Sigrid le regarda et répondit qu'elle ne promettait pas un chemin facile. Mais s'il acceptait d'aller lentement, sans exiger des réponses rapides, alors elle ne fermerait pas sa porte pour toujours. Einar acquiesça et s'en alla sans se retourner, comme s'il craignait d'abîmer ce pas fragile. Sigrid referma la porte et s'y adossa. La maison était chaude, mais la chaleur, désormais, ne venait pas seulement du feu. Elle venait de cette certitude. Elle était revenue sans se perdre. Sa force n'était pas née de la vengeance, mais du choix. Cette nuit-là, elle s'allongea et demeura longtemps éveillée. Elle entendait le vent parcourir le fjord. Et, dans ce bruit, il n'y avait plus la solitude glacée qui avait ouvert son histoire. Il y avait le silence que Björnulf lui avait appris. Un silence où l'on entend que la vie ne condamne pas pour toujours. Elle enseigne. Et, si la leçon est reçue, elle offre à l'homme une chance. Non de devenir meilleur en surface, mais de devenir plus profond.